les définitions de la notion d'espèce. Dans cette séquence, on va parler un petit peu de l'histoire de la notion d'espèce qui a évolué entre ce qu'on en pensait il y a quelques centaines d'années et ce qu'on en pense aujourd'hui. Et on va aussi voir que les critères utilisés aujourd'hui pour définir une espèce sont à la fois tous incomplets et imparfaits, et donc se complètent les uns les autres. Alors, dans un premier temps, on va parler des idées qu'on avait il y a quelques centaines d'années concernant la notion d'espèce. On va parler de la notion de fixisme qui a laissé petit à petit la place à l'idée d'évolutionnisme avec la théorie de l'évolution. Alors, classer un individu dans une espèce, c'est dire à quel groupe il appartient. L'homme aime beaucoup classer, et classer les êtres vivants, ça a été une activité importante chez les scientifiques, en particulier au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Des scientifiques comme Linné, qui était un Suédois au XVIIIe siècle, ou bien Cuvier, qui a travaillé juste après, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ont essayé donc de définir ce qu'était une espèce. Leurs critères d'appartenance à une espèce ressemblaient déjà aux critères que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils considéraient un critère de ressemblance, des individus d'une même espèce se ressemblent et peuvent se reproduire ensemble. Ça, c'est un critère qu'on aura encore aujourd'hui. Mais la grande différence entre ces deux scientifiques et ce qu'on peut penser maintenant, et puis les scientifiques de l'époque, c'est que l'espèce, à ce moment-là, était considérée comme une entité, un groupe d'individus qui était à la fois permanent et stable. C'est-à-dire qu'une espèce ne se transformait pas du tout au cours du temps. Elle avait été créée telle qu'elle et elle n'était pas modifiable ni modifiée au cours du temps. Donc tous les individus d'une même espèce ressemblaient à un individu type qui servait de référence et on considérait que les espèces étaient ainsi depuis la nuit des temps. À partir du XIXe siècle, les idées d'évolution des espèces sont apparues, d'abord avec Lamarck, un Français du XIXe siècle, puis avec Darwin, Charles Darwin, anglais du XIXe siècle, qui a mis au point sa théorie de l'évolution des espèces. Et à partir de là, on a commencé à considérer que les espèces n'étaient pas fixes, mais au contraire qu'elles étaient variables, c'est-à-dire qu'elles se modifiaient au cours du temps. Les mécanismes qui aboutissaient à ces modifications n'étaient pas l'objet de leurs études, en tout cas pas au départ, mais ils ont essayé de montrer que les espèces donc, pouvaient se transformer au cours du temps, notamment sous l'influence des contraintes de l'environnement. Donc la différence entre ces deux concepts, c'est vraiment l'idée de fixisme, les espèces étaient fixes, puis on a considéré petit à petit que les espèces se transforment au cours du temps. Et s'il y a transformation, eh bien, il n'y a plus un type idéal qui correspond à la définition de l'espèce, mais au contraire des individus qui peuvent avoir des points communs, mais aussi des différences, tout en faisant partie d'une même espèce. À partir de là, on a donc essayé de comprendre ce qui pouvait faire évoluer les espèces. Et finalement, à force de comprendre ces mécanismes de variation des individus et des espèces, eh bien, on s'est rendu compte que définir la notion même d'espèce, c'est finalement plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous allons parler maintenant des critères utilisés actuellement pour essayer de cadrer la notion d'espèce. On peut se baser d'abord sur des critères phénétiques, c'est-à-dire des ressemblances morphologiques. Oui, les individus d'une même espèce sont censés se ressembler plus entre eux qu'ils ne ressemblent à des individus d'autres espèces. Donc des ressemblances morphologiques, notamment celles visibles à l'œil nu, mais aussi au niveau de l'anatomie, donc l'organisation et les relations entre les organes. Ensuite, on utilise le critère biologique, qui ressemble aux critères que j'avais donnés tout à l'heure. Les individus d'une même espèce présentent une interfécondité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reproduire, mais aussi d'obtenir une descendance fertile. Donc leur descendance pourra à son tour se reproduire. Donc il peut y avoir perpétuation de l'espèce sur des générations et des générations. Les critères biologiques, c'est donc l'interfécondité, mais aussi des ressemblances moléculaires. Au XIXe siècle, on ne possédait pas encore d'outils suffisamment précis et suffisamment puissants pour étudier les molécules. On sait aujourd'hui qu'on peut étudier les molécules des différents individus et regrouper dans une espèce des individus qui ont des ressemblances moléculaires, notamment au niveau de l'ADN, mais pas uniquement. Et puis on peut aussi utiliser pour définir une espèce des critères écologiques, c'est-à-dire une similarité dans l'habitat, une similarité dans les relations interspécifiques, les proies, les prédateurs, les relations entre individus d'un même groupe, etc. On a donc ici
et ce ne sont pas les seuls, au moins 3 critères différents pour définir actuellement une espèce: phénétique, biologique, écologique. Le critère le plus souvent employé, c'est le critère biologique. Mais nous allons voir maintenant que chacun de ces critères peut se révéler inutilisable. J'ai parlé d'interfécondité. Comment savoir si 2 individus sont de la même espèce? Ils sont censés pouvoir se reproduire ensemble. Mais que se passe-t-il si nous avons, dans la nature, nous découvrons 2 mâles? Ils peuvent être de la même espèce, ils ne pourront de toute façon pas se reproduire ensemble. Que se passe-t-il aussi si nous découvrons 2 fossiles? Font-ils partie de la même espèce? Eh bien, le critère d'interfécondité n'est pas testable, puisque les individus ont disparu. Donc on ne peut pas se baser sur ce critère pour dire qu'ils sont ou non de la même espèce. En ce qui concerne les ressemblances morphologiques maintenant, il peut arriver dans certaines espèces, notamment chez les insectes, que le mâle soit extrêmement différent morphologiquement de la femelle. Dans ce cas-là, le critère phénétique ne peut pas convenir puisqu'ils font partie de la même espèce mais ne se ressemblent pas. Enfin, au niveau du critère écologique, on comprend bien que habiter au même endroit ou pas, c'est là encore relativement imprécis et ça ne suffira pas à dire que 2 individus ou un groupe d'individus font partie de la même espèce. Autrement dit, chacun de ces critères va se compléter et être à la fois utile, mais pas toujours suffisant pour définir la notion d'espèce. Au bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, l'idée même de classer les individus dans une espèce a évolué au cours du temps. Avant, les espèces étaient considérées fixes. Aujourd'hui, on sait qu'elles se transforment au cours du temps. Par ailleurs, il n'y a pas de critère parfait, de définition parfaite, qui pourrait permettre de comprendre ce qu'est réellement une espèce. En réalité, une espèce, c'est un groupe d'individus qui sont isolés génétiquement, c'est-à-dire qui ne se reproduisent pas avec d'autres individus. Ils n'échangent pas de gènes par l'intermédiaire de la reproduction sexuée. Ils sont suffisamment isolés génétiquement pour donc se reproduire entre eux, mais pas avec d'autres individus. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est que l'espèce, elle est temporaire. Une espèce existe pendant un certain laps de temps. Elle peut être amenée à disparaître, par exemple au moment d'une extinction, au moment d'une crise biologique, mais elle peut aussi être amenée à disparaître parce qu'elle se sera transformée en 2 nouvelles espèces. Une espèce peut se scinder en 2 groupes qui vont devenir 2 espèces qui seront proches au niveau moléculaire, au niveau biologique, etc., mais qui ne pourront plus se reproduire, donc dont les individus ne pourront plus se croiser. Une espèce, c'est donc un groupe d'individus isolés génétiquement et qui existent pendant un temps déterminé. Ici, de façon très schématique et très simplifiée, on peut représenter cette idée de temporalité dans l'existence d'une espèce. Une première espèce peut se séparer un jour en 2 nouvelles espèces, les espèces 2 et 3 sur mon schéma, qui à leur tour viendront à disparaître et donneront naissance à 2 nouvelles espèces chacune, la 4, la 5, puis la 6 et la 7, etc., etc. Donc les espèces ont une durée de vie limitée et les espèces correspondent à des groupes d'individus qui sont isolés génétiquement, c'est-à-dire qui n'échangent pas de gènes avec d'autres groupes d'individus.